Je m'appelle David Hérault, je suis membre de l'UR CFE-CGC Occitanie, au titre des fonctions publiques. Donc vous m'excuserez de mon peu de maîtrise du monde privé et de l'entreprise. Ceci étant, moi j'ai la chance dans mon UR d'avoir une femme qui est à la tête, et elle est formidable. Mais en fait, je m'en fous que ce soit une femme, elle est juste formidable. Donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Marilyn. Dans mon département d'origine, donc je suis aussi secrétaire zonal sud d'Alliance Police Nationale, avec 21 départements à charge et pas mal de travail. Mais dans mon département d'affectation, c'est une femme qui est la responsable Alliance Police Nationale. Elle est formidable, mais c'est pas parce que c'est une femme. Dans les Bouches-du-Rhône, le patron du syndicat, c'est Sébastien. Il est énorme. Mais c'est pas parce que c'est un homme. C'est pas une femme. Non, mais je tenais à le préciser. Ensuite, je voudrais aussi amener une petite teinte qui n'a pas été, je crois qu'il y a juste un mot qui a été prononcé à ce sujet. À titre perso, mais comme beaucoup de personnes, je suis en garde alternée, j'ai 2 filles, ça fait 5 ans. Donc moi, une semaine sur 2, je ne suis pas un père, je ne suis pas une mère, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis un parent. Et je peux vous garantir que ça prend du temps, hein, des enfants. Voilà, vous êtes au courant, on a quand même des sacrées journées. Donc je crois que vous l'avez quand même pas abordé, ça en fait partie. C'est exact. Je tenais quand même à amener, et qu'on soit un homme ou une femme une fois de plus, c'est une semaine sur 2, on est un parent. Donc je voulais quand même, en tout cas, que peut-être sur un prochain échange, je crois que ça doit être abordé parce que c'est extrêmement important. Moi, les devoirs, les courses, la lessive, le ménage, enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un exploit. C'est chaud, hein. Mais c'est chaud, pas parce que je suis un homme, c'est chaud parce que c'est chaud. Une semaine sur 2, voilà. Et une semaine sur 2, je suis plutôt un homme, je ne vous cache pas qu'il m'arrive de sortir boire un verre, je ne vous cache pas qu'il m'arrive de croiser des femmes, qui sont des femmes, et qui sont aussi libres que moi, qui parfois, quand je reprends une conversation, parfois les blagues salaces, des fois moi j'en rougis, donc, mais ça ne me choque pas, mais il n'y a pas de souci avec ça, donc il y a quand même une égalité là-dessus aussi. Donc je voulais quand même le porter à votre connaissance, tout ça, parce que parfois on a flirté un tout petit peu avec des caricatures. Je suis désolé, mais c'est juste mon ressenti, il n'y a pas de souci. Et je tiens à vous dire que, effectivement, nous, dans la fonction publique, la question ne se pose pas de l'égalité homme-femme, puisque chez nous, face à un concours, vous intégrez une catégorie d'agents et il y a une grille salariale. Et là, en tout cas, dans la fonction publique d'État, c'est comme ça que ça se passe, on est quelques millions. Donc je voulais amener ces petits éléments de connaissance. Et vous remercier, c'est très intéressant. Les clichés, on va prendre deux les clichés, comme vous dites, et j'ai entendu monsieur qui va poser sa question directement. À qui vous adressiez? Aux chercheuses? Non, c'était très intéressant. D'accord, ok. Témoignage, parfait. Monsieur. Oui, alors moi je suis aussi représentant de personnel dans un secteur qui est avec une très forte majorité masculine, puisqu'on représente les personnels navigants dans la marine, mais je suis très fier d'avoir notre secrétaire général navigante à mes côtés, tu vois, donc on est un peu dans la même tendance. On arrive à mettre en avant les compétences, malgré des quotas qui nous font préjudice, parce que syndicalement, c'est le premier point que je voulais souligner, les derniers quotas qui existent en égalité homme-femme pour les syndicats, c'est une catastrophe. Parce que dans les secteurs sous-représentés, ma collègue ici, pourtant secrétaire générale du syndicat, n'avait pas le droit d'être tête de liste dans son entreprise. Pas le droit d'être tête de liste. Elle pouvait être candidate, mais pas en tête de liste. Enfin, c'est parce qu'elle était dans le sexe sous-représenté. C'est comme ça que c'est écrit. Oui, le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'à vous écouter, c'était passionnant, c'est super. Je trouve qu'il y avait un biais. C'est que vous parlez, vous êtes tous comme s'il y avait, sur ce sujet-là, les hommes et les femmes, et comme si c'était aux hommes de faire le travail. Et tout à l'heure, je jetais à la volée, quand on s'est un peu emballé, je jetais à la volée, les services RH sont majoritairement constitués de femmes. Et nous, syndicalistes, on est au quotidien, avec des interlocuteurs RH femmes. Et force est de constater que c'est pas facile. Et moi je tenais à le dire parce que j'imagine que nous on a moins à traiter les sujets égalité homme-femme, on les traite sur un autre aspect. C'est l'attrait du métier pour les femmes, c'est complètement différent de ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est encore autre chose, ça rejoint plutôt ce qui a été dit par la collègue d'EDF. On est plutôt sur cette question-là. Par contre, moi ce qui me frappe, c'est que quand on voit la dureté parfois des relations sociales sur la question de l'égalité femmes-hommes, moi je constate que parfois dans l'entreprise, il y a des femmes qui nuisent à l'intérêt des pays. Non, mais ça c'est pas... Non, mais c'est pas l'attaque des femmes, c'est qu'il y a une réalité, c'est que c'est un travail de tous, et pas un travail des hommes contre les femmes. Monsieur, allez-y, posez votre question. Et la dame, attendez, on va pas tout faire, vous allez voir. Moi j'ai appris une chose, c'est l'écart de salaire qu'il y avait entre les femmes et les hommes. Les chiffres, oui, ils ont été éloquents. Par contre, j'adhère quasiment à rien de ce qui a été dit. Je trouve qu'on oppose les femmes et les hommes, et je trouve qu'il y a même
une certaine idéologie qui déborde entre vous. On frôle le wokisme, l'indigénisme. Je dis clairement ce que je pense, sincèrement. Et je trouve... Merci. Et moi, je trouve que... Moi, ma question, est-ce que... C'est l'intérêt d'un débat, chers amis. C'est ça que les points de vue se frottent. Soufflez-moi. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est la bonne attitude pour convaincre les gens qui seraient misogynes? C'est de ça dont on parle, on va dire clairement. Est-ce que vous pensez que faire ce petit micro... J'ai l'impression que vous parlez entre vous, en fait. Est-ce que vous allez convaincre les gens qui sont réellement misogynes? C'est ça ma question. Comment? Voilà, vous sous-entendez que je suis misogyne, madame. C'est ça. Oui, non, c'est pas le cas. J'ai pas Alors, de justifier en plus. Mais ça m'a profondément heurté. Hormis les chiffres, franchement, ça a été très parlant. C'est deux témoignages importants, plus celui de monsieur monoparental qui gère ses enfants ou son enfant, deux enfants, c'est un boulot. C'est deux témoignages importants, plus celui de monsieur monoparental qui gère ses enfants ou son enfant, deux enfants, c'est un boulot. Madame, les ailes, je parlais des ailes, et madame, bien sûr, c'est intéressant, puis vous allez tous pouvoir répondre à la fois au point de vue et aux critiques. Madame, les ailes. Bonjour à tous, donc je suis Marguerite Mbala, déléguée nationale à la Fédération de la métallurgie et membre des L de la métallurgie. Donc vous comprenez bien que ce sont des sujets qui m'intéressent largement, surtout qu'on doit en discuter dessus la semaine prochaine. Alors, moi j'ai relevé un certain nombre d'informations qui sont assez intéressantes. Et je veux d'abord commencer par rejoindre le monsieur qui intervenait tout à l'heure. Les femmes, on a aussi d'abord un grand travail à faire sur nous, parce que je pense que, en fait, la pression sociale nous pousse parfois à faire 2 fois plus que les hommes pour être à leur niveau, alors qu'ils ne nous demandent parfois rien. Hein. C'est juste que c'est l'inné, c'est la pression sociale qui veut nous pousser tellement à aller en avant, que parfois on se met tellement nous-mêmes cette pression-là pour être excellente qu'on fait 3 fois plus sans qu'on nous demande. Je suis désolée de le dire comme ça. Le deuxième point que j'ai relevé, en fait, je voulais dire que la très grande bienveillance positive des hommes contribue à creuser en fait les différenciations au niveau des salaires. Pourquoi? Alors, je vais m'exprimer. Une femme qui part en congé maternité, justement, et qui revient, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, Samuel, excusez-moi, je n'ai pas retenu le prénom, vous décidez à sa place, à se dire, elle arrive, elle ne pourrait pas prendre le poste. Est-ce qu'on lui pose la question? On ne lui pose pas la question. Là, on creuse déjà l'écart. Parce que les écarts au niveau des salaires, ça commence là aussi. Justement, on a remarqué chez les L que, oui, la maternité contribuait largement à creuser les écarts au niveau des salaires. Je précise qu'on l'a dit pendant le débat, je m'autorise à le dire, puisque j'ai posé la question, et ça a été donné d'ailleurs par Hélène Caron et Sabine. Et merci pour votre intervention. On termine. Vous avez juste encore un autre petit point. Comme le disait le monsieur du MEDEF, Thierry. Oui, nous sommes gentils. Ça c'est vrai, nous sommes très très gentils, les femmes, les femmes, au niveau des négociations, parce qu'on négocie différemment par rapport aux hommes, et justement la PEC a mis en place une formation il n'y a pas longtemps, j'en discutais avec une personne de la PEC qui me disait qu'une formation pour nous apprendre à négocier. Peut-être que justement nous sommes gentils, nous avons une vision des choses et nous négocions différemment par rapport aux hommes. Et ça ne peut pas changer. Merci. On va d'abord juste donner un tour de micro et ensuite une ou deux questions parce qu'on voit la passion. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On peut entendre une femme supplémentaire peut-être qui lève la main. Oui, si vous voulez. Enfin, après, il va falloir que les personnes répondent. Alors, madame, allez. Alors, on va faire causer après jaloux. Il y aura 3-3. Je voulais simplement dire qu'il n'y a rien contre les hommes. Là, je pense mettez votre micro, madame. L'objet de la réunion, c'est absolument pas. Moi, mon mari a sacrifié son boulot pour que moi, je puisse faire mon boulot de cadre. Donc, je pense qu'il y a toutes les histoires qui existent. Mais c'est juste
Les faits, aujourd'hui, les faits, c'est que les hommes en majorité ont des postes de management quand les femmes ne les ont pas. Ce sont les faits et on ne peut rien contre les faits. Je voulais dire juste à la dame pour l'État, l'État n'y est pour rien. Si l'État peut donner plus de places de crèche et autres que Baby & Co et tous ces trucs un peu terribles, oui, l'État peut. L'État peut nous aider à garder mieux nos enfants. Oui, l'État peut. Et monsieur du MEDEF, c'est pas la première fois que j'entends le patron parler de compétences. Quand vous dites ça, nous, ce qu'on entend, c'est que comme on ne les a pas à l'école, on est moins compétent que vous. Voilà ce qu'on entend. Donc, je pense que vous ne le dites pas... la manière dont vous le dites n'est pas négative, c'est comme ça qu'on l'entend. Parce que ça veut dire que si vous choisissez les compétences, ben dans nos entreprises où il y a plus d'hommes que de femmes... Et dans la mienne, comme il y a plus de femmes que d'hommes, les femmes sont plus compétentes. Voilà. Troisième femme, égalité complète, comme ça il n'y aura pas de jaloux, madame, et ensuite on aura une autre salle, vous inquiétez pas. On a des plateaux repas qui arrivent jusqu'à 22h, puis à 23h un dîner dansant, donc on peut aller jusqu'à 2h du matin. Allez-y madame. Oui, bonjour, Axel Martini du cabinet Secafi. Moi j'ai une question pour les chercheuses qui ont réalisé cette très intéressante capsule. Il me semble avoir entendu lors de la première capsule que vous aviez indiqué que les personnes qui avaient un engagement professionnel très important, qui étaient des cadres dirigeants en fait, qui représentaient donc cet engagement professionnel, un temps de travail totalement démesuré, qui débordait sur des week-ends importants. Il m'a semblé entendre que ça, c'était un modèle masculin du travail. En quoi ce temps de travail démesuré est-il plus lié au modèle masculin qu'à la charge de travail liée à la responsabilité même d'un poste de dirigeant? Je suis d'accord. Bonne question. Excellente question. 3-3. Alors, mesdames, d'abord, Vanessa Dominique, vous avez été interpellée par deux hommes, à minima, et un troisième, le premier, qui nous parlait de sa vie de famille monoparentale. Et on n'a pas évoqué ce sujet. Qu'est-ce que vous leur répondez? Puis ensuite, on peut débattre sur d'autres sujets. Vanessa. Alors, sur les différents points, alors peut-être, je vais essayer dans l'ordre de 3 mots, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Sur la garde alternée, je trouve en effet c'est hyper intéressant. Alors, il se trouve que nous, concrètement, dans les entretiens qu'on a conduits, on n'a pas eu de cas de figure de famille, de femmes ou d'hommes qui étaient en garde alternée, donc on n'a pas recueilli de témoignages sur ces éléments-là. Mais le témoignage de vous, monsieur, est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il souligne, c'est qu'en effet, quand la charge familiale est expérimentée, on se rend bien compte que ça n'est pas soutenable avec une activité professionnelle intensive. Et donc c'est vrai que l'ouverture de ce modèle de garde où les papas se retrouvent seuls avec leurs enfants et du coup doivent faire tout ce que font tellement de mamans depuis la nuit des temps, ça permet de faire avancer peut-être la prise de conscience et faudra voir comment ça se progresse. La garde alternée, ça reste quand même très présent dans les familles assez privilégiées, dans les milieux sociaux moins favorisés, c'est beaucoup plus rare. Mais ça tend à dire que l'idée d'un congé parental partagé dès la naissance, ça peut être une bonne idée parce que du coup on l'aura expérimenté très tôt que c'est un travail à temps plein. Sur les femmes dans les RH et le fait qu'elles soient majoritaires. Alors qu'elles soient majoritaires, ça c'est des phénomènes de ségrégation qu'on a évoqués, les choix éducatifs. Il se trouve que j'interviens principalement en tant qu'enseignante à l'université dans un master en RH. Je vois bien que devant moi j'ai 80% de jeunes femmes. Ouais. Donc là c'est des phénomènes ségrégatifs, mais il n'y a aucune raison que les femmes soient plus sympas que les hommes. C'est tout à fait cohérent. C'est pas la gentillesse, la sympathie n'est pas genrée et l'absence de stéréotypes. Excusez-moi, j'avais juste l'impression que Pierre voulait dire si on faisait un pas l'un vers l'autre. Voilà, c'était. C'est ça. Il n'y a aucune raison de l'être. Pourquoi les femmes, plus que les hommes, n'auraient pas les stéréotypes que tout le monde a? Les femmes aussi ont ces stéréotypes-là, et comme elles les ont... Donc vous êtes d'accord finalement? Voilà, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que ce qu'il faut changer, c'est bien plus profond que le fait de mettre des femmes à des postes particuliers, parce qu'elles sont des femmes, d'un coup, par magie, tout irait bien, évidemment pas. Et c'est pour ça... Oui, non, c'est pour ça que, en effet, ce qui vient d'être dit, c'est typiquement la preuve que ce qu'on essaie de montrer dans ce documentaire, c'est que c'est pas les femmes contre les hommes. Et que les femmes sont tout le temps
porteuse de stéréotypes et que certains hommes au contraire ne le sont pas. Donc là, nous, ce qu'on a... Donc ça a été mal compris ou mal interprété, c'est oui, ce que... et puis alors peut-être qu'on s'est mal expliqué, peut-être. Le fait qu'on ait eu à capter 4 extraits de ce documentaire, peut-être à entériner un petit peu cet effet un peu loupe et peut-être caricatural, j'ai entendu le mot. Vous les invitez à le voir dans son intégralité, ce documentaire. Alors voilà, et je serais très intéressée on le voit où de savoir si, quand vous voyez l'intégralité du documentaire qui essaye de décrypter toutes les formes de résistance qui, encore une fois, ne sont pas du tout masculines, est-ce que vous allez avoir le même sentiment? Et ça, je serais très preneuse voilà. Et où c'est qu'on peut le voir? Alors, sur YouTube. Sur YouTube, je pense qu'on peut vous transmettre le lien après la... Ce serait pas mal, oui. À l'issue de... Si vous notez ne serait-ce que le titre, il est en accès libre sur YouTube. Alors, réponse à la dame. Sur Sekafi, les femmes qui travaillaient comme des hommes, en fait. Oui, alors... Madame Sekafi. En quoi ce sont des codes masculins? Alors, en fait, ce qu'on voit dans ces entreprises qui sont au départ largement masculines, enfin les entreprises qu'on a et qui se sont féminisées, les codes du travail, des promotions dans l'emploi, l'attribution des meilleurs portefeuilles, etc., repose sur un modèle notamment de la disponibilité permanente. Parce que il y a des décennies que les hommes sont particulièrement disponibles pour leur carrière, en tout cas ceux qui le souhaitent, alors que les femmes le sont moins, vu tout ce qu'on a dit sur les doubles journées, etc. Et donc, ce qu'on essaye de montrer, c'est que tout ce qui relève des promotions, de l'attribution des meilleurs clients, des postes les plus intéressants, repose sur un certain nombre de critères. Le présentéisme excessif, en France en tout cas, la disponibilité permanente, la tendance à devoir aller vers l'international pour accéder, et ça demande... C'est en ça qu'on dit que c'est un modèle masculin. Est-ce qu'on peut prendre... C'est un modèle capitaliste en fait. Quelqu'un juste veut répondre. On va prendre 3 questions. Dominique, merci. Sur YouTube avec le titre du doc. Madame, vous leviez la main, ici la main et ici la main. Le monsieur, pardonnez-moi, ben voilà, ben oui, il vient d'Occitanie ou il vient de... Non, parce que c'est la présidente d'Occitanie qui pousse. Madame. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je pense que ce qui a induit ces réactions chez certains hommes présents, c'est que vous avez fait un reportage dans les très grandes entreprises avec une activité qui semble très genrée dans le management. Vous auriez fait le même travail dans des entreprises peut-être plus petites ou avec des activités moins genrées masculines dans les postes de management, ça aurait peut-être donné des éléments différents. Pour autant, moi je pense qu'il y a 2 éléments qui me paraissent très importants à retenir, c'est la question de la transparence. Je dis parce que j'ai été en charge du recrutement dans une boîte où il y avait 750 salariés. Et je vois comment elle a bougé aujourd'hui cette boîte et où les managers sont beaucoup moins bons qu'avant. Mais c'est pas qu'ils sont moins bons, alors là les hommes et les femmes pareil, hein, vraiment. Et par contre la seule chose qui a changé c'est le processus de recrutement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Il y a un entretien avec la direction et puis voilà. Je pense que la question de la transparence sur non seulement les salaires. Pas de processus de recrutement, quoi. Mais quand il y a un processus de recrutement très normé, bien sûr, le même pour tout le monde, je peux vous dire que la question de la discrimination homme-femme à l'embauche, il reste des stéréotypes, du frère à la fin sur les stéréotypes. Il reste des stéréotypes, néanmoins on en enlève beaucoup. Et moi j'ai un autre espoir, un point qui n'a pas été abordé ici mais qui me paraît important, c'est la question de la RSE dans l'entreprise. Parce que en épuisant les femmes, comme on le fait parfois, en les obligeant à avoir des journées, etc., on fait vraiment du gâchis de talent. Parce que en fait, la RSE, c'est aussi avoir des RH durables, des gens qui tiennent et ne perdre personne. On a des pépites dans les entreprises qui sont des hommes ou des femmes, et en oubliant une partie de la population,
on se prive d'un certain nombre de talents. Je pense que les politiques RSE pourraient être une ouverture justement pour aborder les choses autrement. Donc la transparence à RSE. Et pour terminer, les stéréotypes restent très forts parce que dans votre présentation, allez-y, faites-moi mal. C'est pour ça que je me permets de dire. Vous avez nommé les hommes par leur prénom et par leur nom. Et parmi les femmes, vous avez nommé 2 des femmes uniquement par leur prénom. Par leur prénom. Voilà. C'est quelque chose qui est propre et pas propre à vous. C'est pourquoi? Que j'ai vu. Parce que je galérais avec les feuilles. Ça n'arrive à voir que Non mais c'est quelque chose qu'on voit très très fréquemment dans les présentations. Okay. Où le directeur va présenter les femmes par leur prénom et les hommes par leur nom et leur prénom. C'est juste un petit... Vous avez bien raison, challengez-moi. Monsieur, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Et ensuite, monsieur. Il y aura 2 hommes, 1 femme, je m'en excuse par avance. Merci. Merci Il y aura donc 2 femmes et 2 hommes. Et donc on est tout à fait au clair. On est bien. Très bien. Les plateaux repas, Daniel Petruzzi, ils arrivent plutôt vers 21h. Parce que là, la soirée n'est pas terminée, hein, Daniel. Hein. À 20h, on rentre, parce que évidemment après le vigile arrive, et ainsi de suite. Monsieur. Oui, bonsoir, merci. Je m'appelle Moustapha Kachmar, je suis secrétaire général Métallurgie Provence-Côte d'Azur. Donc merci d'avoir balayé mes 30 années plus d'associatif et de syndicalisme sur toutes vos thématiques. Mais moi, il y a un truc qui manque parce que le titre, il dit les femmes et le top management quand les organisations résistent. Et là, on était plutôt dans un débat homme-femme, homme-femme-homme, etc. C'est un débat d'opposition, c'est ce voilà, que vous dites. d'opposition. Et c'est les organisations. Et en tant que syndiqués et délégués syndicaux qui sont la majorité dans cette salle, qui ont négocié peut-être des dizaines, voire quelques centaines d'accords, et dont fait partie l'égalité homme-femme, plus les NAO, etc., etc. J'aimerais juste dire un truc sur beaucoup de points, notamment l'entreprise, parce que monsieur Demedef, ça m'a un peu interpellé vos interventions. Je rappelle que les entreprises, dans les entreprises marchent, qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises? C'est des projets. Et dans les projets, il y a des parties prenantes. Et dans les parties prenantes, il y a les salariés. Et dans les salariés, il y a les hommes, les femmes. Et puis, la valeur ajoutée de l'entreprise, elle va vers les actionnaires, mais elle va aussi vendre des produits pour la société. Et la société revient dans l'entreprise. Les femmes reviennent, les salariés reviennent dans les entreprises. C'est pour ça qu'en tant que délégués syndicaux, on vient négocier des accords dans les entreprises. Donc, on y est, la femme, quelle que soit sa place, elle va venir, la société arrive dans l'entreprise. Et aussi, juste pour venir sur la diversité, oui. et d'autres points, la diversité, vous dites qu'ils travaillent le week-end, etc. Ça veut dire qu'il y a de la discrimination. Et la discrimination, il faut des accords pour limiter cette discrimination. C'est ça. Et c'est notre rôle de syndiqués, de délégués syndicaux, pour négocier ces accords, pour faire une limitation à ces discriminations. Quand on se sent qu'il faut travailler beaucoup plus pour se réaliser, excusez-moi, juste un dernier... Allez-y, parce qu'il y a des outils, va couper le micro, mon donné, c'est un risque. Hein, juste un point sur la diversité, etc. Quand on commence à parler de ces sujets-là, en fait, s'ils ne sont pas traités syndicalement avec les accords, ça devient ce qu'on appelle, ce qu'appelait dans certains articles de Harvard dans les années 2000, les silent killers, les tueurs silencieux. C'est le cancer de l'entreprise. Et le seul moyen pour lutter contre, c'est de signer les accords. Et les accords sont signés par des délégués syndicaux. C'est pour ça que la CFE-CGC est là et qu'on a des délégués syndicaux qui font que les accords soient signés et surtout appliqués. Merci. C'est ça l'essentiel. Merci. Merci. Merci à vous. Madame, monsieur, puis madame. Et ça sera les 2 dernières questions que nous prendrons, parce que après, pour des raisons d'organisation et de temps, l'hôtel reprendra possession de cet espace. Bonsoir, Jean Ducron, je suis délégué syndical central CFE-CGC à la CMA-CGM, et j'ai un petit peu aidé à l'organisation de l'événement ce soir avec Daniel, bien évidemment. Je voulais réagir aux réactions que j'ai pu entendre dans la salle. On connaît tous un homme formidable autour de nous, on connaît tous une femme qui se comporterait de telle ou telle façon. Attention à ne pas faire de certaines petites particularités des grandes généralités. Ce soir, on a 2 chercheuses qui sont venues nous présenter un travail, qui est un travail de fond, qui est appuyé également par des études de l'APEC. Ce qui nous est présenté ce soir, ce n'est pas un biais ou un avis. Ce qui nous est présenté, c'est une réalité du terrain. Ce sont des faits, c'est factuel, c'est appuyé, c'est recherché. C'est ça le principe de faire une recherche. Donc messieurs, tout ce que j'ai un petit peu envie de vous dire sur vos réactions, c'est que si jamais ça vous choque,
eh ben, remettez-vous peut-être un tout petit peu en question. Peut-être que ce sont vos comportements qui font que ça se passe comme ça dans les organisations. Donc remettez-vous en question si jamais les faits présentés ce soir, qui sont des faits, vous gênent. C'est dit. Sabine. Je suis à disposition jusqu'à 21 ou 22h ce soir. Si vous avez un doute. Oui, très bien. Jean Ducrot, pas de problème. Chambre 220. Je blague, il n'a pas de chambre. Sabine. Oui, je voulais juste intervenir parce que c'est assez intéressant de voir comment peut être perçu en fait le film, parce qu'effectivement c'est effectivement des constats. Je crois que tout à l'heure dans les messages qu'on souhaitait passer, en tout cas à mon niveau, au-delà des chiffres qui sont statistiques, et je suis pas allée sur les chiffres que je n'avais pas, j'ai sorti les chiffres APEC qui sont officiels, c'est que ce sujet est un sujet d'hommes et de femmes. Et ce que je veux saluer aujourd'hui, et la première chose qui m'a surprise quand je suis rentrée dans la salle, parce que c'est pas ma première table ronde sur le sujet, c'est le nombre d'hommes présents. Et en fait, je salue en fait cette mobilisation. Je suis contente de voir que ça peut choquer, parce qu'en fait, ça nous choque tous et toutes. Et c'est ensemble en fait qu'on va pouvoir y arriver. Et en fait, si vous êtes là ce soir et choqués, eh ben ça veut dire que vous êtes mobilisés sur le sujet. Et c'est en fait ensemble qu'on va pouvoir transformer réellement les choses, parce que effectivement, ces chiffres qui existent et qui résistent, il y a des situations qui sont effectivement qui, quand on n'en parle pas, perdurent et ne peuvent pas changer. Et quand on en parle, les choses peuvent commencer à évoluer. Et je suis sûre qu'on repart tous ce soir avec quelque chose qui n'est pas anodin. Il y a des graines qui sont semées et c'est ensemble que les choses vont bouger. Voilà. Merci Sabine. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question. Je suis, depuis mon engagement syndical, donc en 2010, je suis référente pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau national pour mon syndicat, le SNB, BNP Paribas. Et je suis très heureuse de cette soirée où j'ai, avec beaucoup de bonheur, entendu une étude très intéressante et une table ronde vraiment tout à fait riche, où j'ai retrouvé tout ce que j'explore depuis toutes ces 14 années et que j'ai trouvé dans toutes mes lectures, les recherches, les études. Là, franchement, chapeau, parce qu'en peu de temps, vous avez résumé toutes les grandes lignes qui font mon militantisme aujourd'hui. Et notamment votre présentation documentaire que je me ferai un plaisir de revoir sur YouTube. Alors moi j'ai une question. J'ai noté qu'il existe aujourd'hui seulement 20% de femmes dans les comités exécutifs, les CIO ou direction générale. Et en fait, dans les études que j'ai suivies, et il y en a beaucoup de l'APEC d'ailleurs, qui est très très riche en matière d'études et de sondages, merci à vous aussi, on a pu voir qu'il faudra plus de 80 ans, au rythme où vont les choses aujourd'hui, pour atteindre une vraie parité hommes-femmes au niveau du top management des entreprises, et en particulier des très grandes, comme la mienne. Certaines de ces femmes qui ont atteint ces comités exécutifs ne pensaient pas se heurter au plafond de verre avec la carrière qu'elles ont menée, car souvent elles y sont arrivées. Et le plafond de verre a quelque chose de pernicieux aujourd'hui, parce qu'en fait, il est en verre, on ne le voit pas. Donc, on ne peut que le toucher. Et c'est ce que font ces femmes à un moment donné. Et quand on est une femme et qu'on atteint le plafond de verre, on se dit, et je peux vous dire, j'ai fini quasiment, on se dit quand on est une femme, c'est moi le problème. En fait, c'est moi qui ne suis pas comportée correctement. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, et là j'ai fini, en fait le plafond de verre c'est une construction sociale depuis la naissance, l'éducation des petites filles, les occupations des petites filles, les loisirs, etc. Et la question que je voudrais vous poser... Ah, vous avez une question? Mais oui, j'ai une question. Silence, c'est la dernière question. Sinon je ne peux pas développer. La question c'est que vous parlez des organisations qui résistent. Et j'aimerais vous demander si dans votre étude vous avez abordé la question... quand les femmes résistent elles-mêmes et s'excluent elles-mêmes volontairement du dispositif. Voilà ma question. Exact, c'est ça. Exact, c'est ça. Madame, c'était une très bonne intervention. Madame les chercheuses, vous avez malheureusement plus que 15 secondes chacun à vous partager, car le débat est terminé et nous allons écouter Christine Lay, qui est déléguée nationale, nous faire une petite présentation très rapide de tout ce qu'elle a vu.
Une réponse, Vanessa? Où est le micro? Où sont les micros? Merci. Juste puisque j'ai 15 Ouais, secondes, c'est désolé. toute une littérature et c'est connu sous l'appellation de la Queen Bee, la reine des abeilles. La Queen Bee, d'accord, pour éclairer madame qui est une spécialiste de ce sujet. Merci à vous toutes, merci à Sabine, à PEC, merci à Capucine, CMA, CGM, élu CFE, CGC, merci à Thierry, parce que comme ça je donne les prénoms, comme ça personne ne me dira rien, il n'y aura pas de sujet. Merci à Thierry pour le MEDEF, merci à Hélène pour l'État et la préfecture, merci à Christelle, et vous avez le mot de conclusion. Je voudrais juste C'est la rajouter guerre. quelque chose, parce que les propos n'étaient pas... Enfin, en tant que délégué national à l'égalité pro, c'est ma première table ronde, d'accord? Et je ne pensais pas avoir orienté quoi que ce soit. En plus, je suis délégué syndical, je suis encore responsable de ma section, je suis... Et mon ex-mari, nous avons une garde alternée. Donc en fait, dans tous les travaux que j'essaye... Ça coche des cases en fait. Oui. Ouais. Dans tous les travaux qu'on essaye de faire avec le réseau Équation de la Confédération, où vous avez d'éminentes représentantes ici, on essaye, à chaque fois qu'on réfléchit sur une question, d'ouvrir le champ pour prendre toute la population. Là, juste rapidement, on est en train de travailler sur deux choses qui, des fois, fait grincer des dents, même à la Confédération. C'est les violences domestiques et c'est comment accompagner quelqu'un, et j'ai bien dit quelqu'un, lors d'une arrivée d'un enfant, quel que soit le type d'arrivée d'enfant et quel que soit le sexe. Alors on essaye vraiment d'aller très très large. Je voulais juste vous le dire, parce que je pense que c'est important. Merci Christelle pour ce premier débat. J'ai été ravi. Merci à Hélène. Merci à Thierry Berger. Merci à Vanessa. Merci à Dominique. Et merci à vous d'être venus si nombreux en ayant bravé le soleil et la mer chaude. Je vous donne la parole, chère Christine, avec Daniel qui fait la transition. Donc un grand merci à tout le monde, toutes les personnes qui étaient sur cette table ronde. Merci pour cette présentation que j'avais dit qu'on allait faire à des experts, c'était le cas. Merci à toutes les personnes dans la salle qui ont posé des questions. Alors suite, c'est certain, c'était décapant quelquefois, mais ça a au moins le mérite, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, d'exister. C'est tous ensemble qu'on pourra faire avancer les choses. Alors, l'heure tourne, on a largement dépassé le timing. Je passe la parole à Christine qui va vous dire quelques mots sur le national, sur son ressenti, puis sur des échéances hyper importantes. 5 minutes. C'est énorme, 5 minutes. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je trouve que cette organisation d'une table ronde de débat autour d'un film, d'un documentaire et en invitant des personnes qui vont apporter forcément le témoignage personnel et aussi de leur structure est important, et on voit bien qu'il n'y a pas de solution toute faite et que comme dans ce qu'on fait, puisque donc moi je suis secrétaire nationale au dialogue social et au développement de la représentativité de la CFE-CGC, c'est une agrégation de l'ensemble des points de vue qui va permettre de peut-être, je dis bien, produire des actions et des solutions pour améliorer les conditions. Et là, on voit bien qu'on reste comme dans une structure de travail, puisque nous sommes des représentants de salariés. Donc, je n'irai pas sur le privé reste au privé, bien que, rappelez-vous quand même, le téléphone portable, l'ordinateur portable est arrivé dans les structures avant que les structures dotent les salariés d'équipements portables. Donc, parfois, les choses peuvent arriver de l'extérieur vers l'intérieur et réciproquement sortir, et c'est ces flux qui sont difficiles à maîtriser. Si on en revient au dialogue social, il est bien là l'objet de chacun pouvoir exprimer ce qu'il pense à travers la réalité des faits qui est les siens, et comment on construit ensemble un accord. Mais c'est pas tout de l'écrire, l'accord. Il faut le remettre en cause. Il faut peut-être se revoir 6 mois, 1 an après l'avoir écrit, parce que ce qu'on a écrit théoriquement paraissait super, mais dans la pratique n'apporte pas les résultats escomptés. Et par rapport au point des femmes, alors je peux pas rester non plus neutre, parce que vous le savez ou pas, j'ai été présidente de l'APEC, et pendant ma présidence, ça a été un vrai combat pour moi. Les inégalités de salaire, et là je parle bien d'inégalités de salaire à compétences égales, à âge égal, à poste égal, ils sont là les faits. Pourquoi moi ou un homme, on touche pas la même chose, peu m'importe que ce soit un homme, une femme, parce que là, en plus, si je veux remettre 100 balles dans la machine, on pourrait dire que on a une vision hétérosexuelle des choses. Je peux me déplacer aussi dans le milieu homosexuel où on n'aura pas du tout la même vision.
On peut comme ceci écarter les choses. Alors, j'ai pas de solution. En tout cas, je pense que agir, c'est parler déjà. Et le fait que ce soir, la section syndicale, alors je vais me lourder dans les lettres, CMA-CGM, a eu cette initiative de pouvoir mettre en avant une connaissance de personnes qui ont cherché, puisque c'est la puissance aussi académique. Si on a eu un parcours académique, on voit bien la recherche, surtout en sociologie, c'est de mettre en avant la réalité des faits. L'auteur ou l'autrice se met derrière. C'est qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, et comment après, nous, par exemple, aux représentants des structures, EDF, monsieur du MEDEF avec la représentativité patronale, Madame Eta, on compose tous ensemble la société. Et comment on fait justement pour que chacun puisse mettre un bout, comme vous savez, ce bateau, le Vasa à Stockholm, où on va l'agréger de toutes les pièces, bon, et on va éviter qu'il coule au bout de 20 minutes quand il sort du port aussi, c'est ça aussi. Et là, les accords, c'est ça. Une fois qu'on a négocié l'accord, et sur les égalités hommes-femmes ou inégalités ou discrimination, parce qu'il y a eu tout ce mouvement aussi, les discriminations. Vous vous rappelez, il y a une instance qui traite des discriminations. Alors, vous pouvez vous amuser selon si vous êtes valide ou invalide, comme je vous disais, si vous êtes hétéro, homosexuel, si vous êtes d'une couleur, si vous avez des origines ou pas raciales, bon, ainsi de suite. Si vous arrivez des quartiers nord de Marseille ou que vous arrivez des quartiers sud, par exemple. Tout ça fait, vous voyez que ça crée beaucoup, parfois, de freins et de stéréotypes. Quoi qu'il en soit, moi, il y a une idée commune sur laquelle que j'aimerais revenir, c'est que toutes et tous, on a des représentations. C'est comme ça, des a priori et des idées toutes faites. Donc, c'est comment faire en sorte que nous, représentants des salariés, nous puissions défendre les salariés, peu importe que ce soit une femme, un homme. Voilà. Ben, j'ai fini, moi. Merci, Christine. Merci beaucoup.